Recoucou tout le monde, yep. Alors si vous m'avez suivi dans le cast d'avant Vie ma vie de lanceur d'alerte, je vous invite à me suivre sur lanceur d'alerte, donneur d'alerte. Est-ce qu'au fond c'est pas être juste citoyen civique? Donc dans cette présentation, en fait, mon plan il va se découper en plusieurs parties pour finir par une conclusion. La première partie, ce sera qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? La deuxième partie, c'est quelles sont les valeurs des lanceurs d'alerte? Une troisième partie, c'est pourquoi autant de lanceurs d'alerte quantitativement aujourd'hui? Puis dans une quatrième partie, quelle incidence du devenir des lanceurs d'alerte? Puis je focaliserai sur une dernière partie qui est consacrés aux donneurs d'alerte. Sont-ils aujourd'hui reconnus, soutenus, voire même protégés? Voilà. Et qu'est-ce qu'il advient de ces lanceurs d'alerte? Et puis on finira par une conclusion. Allez, yep, je vous invite à me suivre. Donc, qu'est-ce qu'un donneur ou un lanceur d'alerte? Alors, dans cette définition, moi, je vais vous donner ma propre définition. Pour moi, un lanceur d'alerte, c'est une personne qui pourrait être soit une personne physique ou morale. Et je vais revenir là-dessus. Une personne physique ou une personne morale qui agirait dans le sens de la protection des valeurs communes, voire internationales. Voilà. Je vous invite à aller voir mes casts, en fait, sur la Déclaration universelle des droits des hommes et surtout des enfants et de voir simplement, en fait, qu'est-ce que c'est être citoyen civique et penser à l'autre et avoir un peu d'empathie, tout simplement. Alors, dans cette première partie, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? J'ai parlé de personnes physiques ou morales. Pourquoi je parle de personnes morales? Parce que chacun dans son domaine professionnel donné, par exemple, moi je suis très sensible au blanchiment, fraude, terrorisme, etc., les fraudes de manière générale, ancien contrôleur interne, ancien responsable qualité, sécurité, environnement, etc., etc. J'ai fait pas mal de choses et j'ai toujours retroussé mes manches quand il s'agissait d'aller bosser, puisque comme il n'y avait plus d'emploi, ça vous oblige à être très flexible parce que quand vous avez des responsabilités et beaucoup de niveaux d'études, en règle générale, on va optimiser votre ressource, c'est-à-dire on va vous utiliser pendant quelques années, et puis après on va vous montrer gentiment la porte en vous demandant surtout de ne rien dire et de partir. Donc vous êtes obligé d'être flexible et d'accepter beaucoup d'emplois et de travail. Néanmoins, ça m'a permis d'accumuler beaucoup de savoir, donc je remercie les grands groupes pour lesquels j'ai travaillé et autres institutions ou fintech et autres, parce que quelque part j'en ai appris beaucoup sur comment fonctionnait notre système. Enfin bon bref, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte et qu'est-ce qui pourrait être? Pourquoi est-ce que je parle en fait des donneurs d'alerte qui pourraient être des personnes morales? Parce qu'aujourd'hui, à chacun l'éthique, le professionnalisme, la déontologie dans la fonction qu'il exécute. Et à mon sens, aujourd'hui, il y a un gros défaut au niveau des tiers de confiance que sont les avocats. Donc j'en appelle à tous les avocats, s'il vous plaît. Moi, quand j'exerce une profession, j'essaie de m'assurer que la profession que j'exerce est conforme. Donc aujourd'hui, vous les avocats, je pense que vous êtes à même de constater qu'il y a des gros défauts, une lenteur du droit, il y a un droit qui est organisé en Tetris. Donc moi je vous demande solennellement, voilà, pour le bien commun, la protection du bien commun et surtout de nos protections, la protection des enfants à l'international, regroupez-vous, agissez et nettoyez le droit, voilà, nettoyez les fonctions que vous exercez tout simplement. Il y a un gros problème d'éthique et de professionnalisme et de déontologie, et quand des gens vous appellent pour leur demander de les protéger, voilà, même s'il n'y a pas de fraude et des honoraires qui sont juste explosifs à la clé, s'il vous plaît, écoutez-les et protégez-les. Il faut redonner un sens à ces professions, et ceux qui même devraient faire des chaînes YouTube sont, à mon sens, plutôt des avocats qui se regroupent pour protéger justement les droits. Parce que si ces avocats le faisaient, en quelque sorte, on résoudrait beaucoup de choses, parce qu'on ferait tout simplement appliquer le droit, le respect et l'application des libertés, et notamment respecter la Déclaration universelle des droits des hommes. Donc plus que les citoyens, les donneurs d'alerte ou les lanceurs d'alerte, c'est les avocats qui devraient être lanceurs ou donneurs d'alerte. C'est l'éthique même de leur profession et de la déontologie de leur profession. Donc j'en appelle, oui, à tous les avocats, messieurs, mesdames, s'il vous plaît, soyez sensibles, soyez empathiques et agissez, voilà, vous-même. Aujourd'hui, on constate une chose, c'est que quand vous n'êtes pas avocat, et d'ailleurs, moi, je pense reprendre mes études, si je peux le faire, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le système me pompe et que c'est difficile de survivre, mais je l'envisage sérieusement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous n'êtes pas avocat et quand vous n'êtes pas hyper qualifié, malgré mes plusieurs bac+6, le fait que je ne sois pas avocat ou tiers de confiance de droit, en fait, le problème, c'est que ça bloque mes requêtes. Et en fait, ça invalide mes requêtes. Ça veut dire que le droit n'est pas accessible à tous. Parce que si vous souhaitez défendre droit et liberté, si vous n'êtes pas avocat et que la conformité de la requête n'est pas en long et en travers rédigée dans le formalisme qui est exigé, en fait, vous n'êtes pas entendu. Et on voit bien qu'au niveau du Conseil de l'Europe ou de la Commission européenne ou autres instances juridiques ou tribunaux, il y a beaucoup de choses, en fait, qui bloquent vos actions parce que rien que le formalisme d'une requête
qui n'est pas rédigée dans le sens où il faudrait la rédiger, qui devient de plus en plus complexe, ça va jusqu'à... Enfin bon bref, je vous passe les détails, mais voilà, faut vraiment être tiers de confiance pour pouvoir défendre le droit. Donc là aussi, c'est contre le droit et les libertés et contre le respect de l'application des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque indirectement, le droit n'est pas accessible à tous. On le comprend, et en plus de ça, il devient de plus en plus coûteux. Le droit n'est pas gratuit, c'est pas vrai. Moi, mes comptes, ils sont complètement dilapidés, mais je continuerai encore et encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Voilà pourquoi je dis qu'un lanceur d'alerte, il est effectivement comme il apparaît sur cet écran, c'est une personne physique, mais à mon sens, ça devrait être avant tout une personne morale. Ça devrait être les institutionnels, les élus, les hauts magistrats et autres, ceux qui, dans le cadre de leur fonction, ont un devoir et une responsabilité majeure d'appliquer la rigueur dans leur profession. C'est eux qui devraient monter l'exemple, ceux qui sont au sommet de cette pyramide, pour que justement le civisme s'applique de manière collaborative et collective. Voilà, et c'est ce qu'on devrait enseigner aux petits bouts à l'école. Il devrait y avoir affiché dans toutes les salles de classe la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je peux vous dire que peut-être que ça empêcherait que certains enfants utilisent la violence dans la cour pour se défendre, parce qu'aujourd'hui on fait monter une telle insécurité, le poids de la démographie est tel que on voit bien que la violence, elle est présente au plus bas niveau. Donc il faut ressensibiliser les enfants sur comment on vit ensemble et pourquoi c'est important de vivre ensemble. Allez, ça c'était pour clôturer mon premier chapitre sur qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, et surtout en fait ouvrir une problématique et une réflexion sur les avocats et ces tiers de confiance en leur demandant de s'associer, de collaborer ensemble et de défendre des droits pour nettoyer les droits et les libertés, les droits non-sens, les abus de droits, de privilèges. C'est pas normal qu'il y ait des gens comme Christine Lagarde ou autres hauts élus qui touchent des salaires mais juste explosifs et qui ne payent pas d'impôts. Il y a un problème de répartition des richesses qui est évident, mais pas que. Il y a tellement de choses à faire. Donc voilà pourquoi je demande aux avocats, aux tiers de confiance, s'il vous plaît, utilisez votre bon sens et votre empathie dans l'exercice de vos professions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Je l'ai dit, on clôture ce premier paragraphe, on passe à un deuxième paragraphe. C'est les lanceurs d'alerte, qu'est-ce qui les stimule? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont agir? Les lanceurs d'alerte, ils ont des valeurs. Ces valeurs, elles sont tout simplement humaines. C'est pour ça que je dis que être lanceur d'alerte, c'est juste être civique et citoyen. Pourquoi? Chacun sa sensibilité. Moi, j'ai une grande sensibilité pour les enfants, parce que l'enfant, pour moi, c'est un être faible, c'est un être qui est nature. Il n'a pas demandé à être là, ce petit bout. Donc, en quelque sorte, nous, c'est notre devoir de les protéger. Même si, entre guillemets, j'en ai pas, c'est mon devoir. Donc pourquoi? Car ils n'ont pas demandé à naître, ils n'ont pas demandé à subir tous ces génocides, ils n'ont pas demandé à voir ou subir cette violence, ou voir souffrir leurs parents qui peuvent finir dans quelques cas de figure par se suicider, car ces derniers en fait se sont endettés. On a stimulé en fait par toutes ces publicités, les crédits à la consommation, les banques ont encouragé ceci, et on voit bien que les institutionnels ont laissé faire. On voit bien que la Banque de France, elle est là pour nous mettre un poids de l'impôt accru. C'est à nous de indirectement en fait couvrir le rachat de ces dettes. Donc en fait c'est un système qui est complètement non-sens. Donc ces enfants d'aujourd'hui, à mon sens, ils sont complètement traumatisés. Si vous parlez avec des enfants, et moi je sais que voilà, j'adore être avec les enfants, et j'adore, voilà, si un enfant me demande est-ce que je peux venir passer des vacances chez toi, est-ce que je peux passer quelques jours, oui, ça m'arrive d'avoir des petits bouts et de surtout écouter ce qu'ils ont à me dire le soir quand on est au lit, et je m'aperçois qu'il y a un truc qui est énorme, et ça me fait hérisser les poils de bras. Les enfants ont peur de manquer d'aliments, les enfants ont peur de connaître la précarité, et des enfants de 7 à 10 ans m'en parlent. C'est quand même quelque chose d'horrible. Donc on voit bien qu'il faut réagir, les enfants ont peur. Donc pourquoi ils ont peur? Il y a un traumatisme par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce que les médias véhiculent. Donc on voit qu'on est en train de traumatiser les enfants au plus bas niveau. Donc je parle des génocides, je parle des suicides, je parle de l'endettement, je parle de la finance. Je crois qu'on n'a pas pensé aux répercussions et à la psychologie de tous ces influenceurs sur la vie de nos enfants à court terme, moyen et long terme. Parce que l'incidence, elles sont multiples, on a un effet domino à tout ça. C'est qu'il pourrait y avoir des répercussions sur la société, sur nous, citoyens, contribuables. C'est pour ça qu'il faut être empathique. Quelque part sur le long terme et le moyen terme, on a tout intérêt à y tirer profit. Si on est capable de faire attention
attention à la qualité, la sécurité, la sûreté de nos enfants, c'est du bon sens pour l'avenir. Parce que ces enfants-là qui sont traumatisés ou qui ont subi des génocides, qui ont vu leurs parents se faire exécuter, ou d'autres enfants qui voient leurs parents souffrir, travailler des heures durant au sacrifice de leur vie, leur santé, ou voire même des parents finir par se suicider parce qu'ils sont complètement endettés et qu'au fond, ils ne supportent pas de voir leurs enfants souffrir, donc ils se suicident. Donc ça, c'est des futurs enfants qui sont traumatisés. Les répercussions à long terme sont énormes, puisqu'indirectement, en fait, ça va faire monter les frustrations, les violences dans les sociétés et donc faire monter l'insécurité. Voilà, et ça, indirectement, on le paiera dans le poids de nos impôts directs et indirects. Voilà. Donc voilà pourquoi, indirectement, il conviendrait aussi de défendre le droit des enfants, parce que les répercussions à long terme sont importantes. Donc il faut faire appliquer droit et liberté. Je passe à mon chapitre « Pourquoi autant de donneurs d'alerte à ce jour ?» On n'en a jamais vu autant quantitativement. Peut-être au fond, il y a plusieurs points. Il y a plusieurs influenceurs directs, indirects. Moi, j'en ai certains, vous pourriez en avoir d'autres. C'est très subjectif ce que je dis et je suis pas parfaite. Je me remets en question, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de comprendre, j'apprends avec vous. Je lis énormément de choses, de documentaires, je m'instruis, je regarde beaucoup les évolutions de droit, les directives, les cas de jurisprudence. Bref, je regarde comment évolue le droit et les libertés et comment c'est appliqué. Mais il y a également d'autres influenceurs indirects. C'est les personnes humaines, la ressource humaine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'élus en fait qui sont rémunérés et qui pour autant en fait ne prennent plus ou pas leurs responsabilités. Je les mets les points d'interrogation. On voit bien que la nature des êtres humains, en fait, c'est il y a un effet une faiblesse, une menace qui repose sur quelque chose, c'est notre nature humaine, notre génétique. En fait, on est pourvu d'un cerveau reptilien et ça, autant pour moi, consciemment ou inconsciemment, en fait, ça nous conduit à nous prioriser nous-mêmes, en fait, et à nous protéger nous-mêmes avant les autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on reprend la place des élus, aujourd'hui, on voit bien que avec les innovations technologiques, l'intelligence artificielle, allez voir, j'en parle énormément, mais on voit bien que les premiers, en fait, qui ont peur, c'est nous, de par la disparition de nos emplois, mais pas que nous, puisque nos élus aussi vont pouvoir être remplacés par l'intelligence artificielle. Et peut-être qu'il y aurait des opportunités à le faire. Donc, ils ont bien pris conscience. Donc ça fait tellement d'années qu'ils en ont pris conscience que eux ils préfèrent rester au chaud et surtout ne pas s'exprimer et surtout ne pas appliquer l'éthique de leur profession, leur déontologie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur pour leur petite place au chaud. Donc en fait ils préfèrent attendre sans agir. Et pourquoi ? Pour ne pas risquer de perdre leur place au chaud. Donc en fait, parfois, je dis pas tous, parce qu'il faut pas, formaliser et dire que tout le monde est pareil. Il y a également de très très bons élus, mais il y en a également beaucoup qui préfèrent prioriser leur petit confort que ceux des autres et justement ne pas appliquer les droits et les libertés, ne pas appliquer la déontologie de leur profession. Ça, c'est une problématique de pourquoi il y a autant de lanceurs d'alerte aujourd'hui, pour combler en fait les lacunes du système. Donc idem, moi un peu d'empathie, mettez-vous à la place de ces élus. En fait, on a le même fonctionnement nous au sein de nos entreprises, des ETI ou machin. Donc bref, quand nous on est salariés, et si vous êtes salarié avec des hautes responsabilités ou des fonctions très sensibles, vous avez déjà constaté que bien souvent en fait vous êtes seul dans votre entreprise à essayer de respecter des valeurs fondamentales ou à dénoncer les non-conformités majeures qui vont à l'encontre de la santé-sécurité, potentiellement des répercussions sur les citoyens. S'il y a des produits ou des services qui vont à l'encontre du respect de la santé et sécurité des citoyens et que vous vous exprimez, vous allez voir que vous allez être la seule à être foutue dehors et que personne ne va vous aider. Voilà. Pourquoi ? Parce que les gens dans une entreprise, c'est la même chose. Tout le monde se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, les emplois sont en train de disparaître, les postes sont en train de disparaître, donc les gens, en fait, préfèrent se protéger eux que protéger les autres. On va voir pourquoi. Parce qu'il y a des incidences à être donneur d'alerte. Il y a énormément d'incidences. Donc, en fait, on voit bien que les gens, sont pieds et poings liés, ils ne peuvent rien faire et que le système fait tout en quelque sorte, ou alors il y a un défaut de construction du système qui vise à l'impossibilité de respecter les droits et les libertés parce que le prix à payer, il est majeur, quantitatif, qualitatif, enfin les répercussions sont majeures. Donc on va voir maintenant pourquoi, problématique. Je vous invite à vous interroger sur la problématique également actuelle. C'est aujourd'hui, on est pourvu d'un cerveau reptilien. Est-ce qu'au fond, on n'est pas des êtres individualistes ? Point d'interrogation. Est-ce qu'on n'a pas, au fond, une génétique fondamentale qui est concentrée sur notre petit cerveau reptilien d'être humain qui vise la survie de nos espèces ? Point d'interrogation. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a peur de l'intelligence artificielle ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas plutôt prendre et appliquer une gestion des risques et des opportunités liées à l'anticipation de ce virage
et se dire est-ce qu'il n'y a pas quand même des avantages justement pour éviter le chaos, un effondrement de nos systèmes, à transposer l'intelligence artificielle pour le mettre en dualité avec l'intelligence humaine. Parce que est-ce qu'il faut concentrer les pouvoirs? Est-ce que c'est bien de concentrer les pouvoirs? On voit aujourd'hui ce que ça engendre. Donc voilà, est-ce qu'il faut contrôler l'intelligence artificielle? Il y a des risques majeurs de singularité. Allez voir les castes audio. Voilà, je fais des conférences sur plus d'1 an sur ces problématiques et comment, 1 heure sur ces problématiques. Oui, c'est un travail de plusieurs années, d'où mon lapsus, pour comprendre la gestion du risque au niveau de ces intelligences artificielles, mais il est grand temps de s'y concentrer pour être capable en fait de transformer ces risques en opportunités. Et l'opportunité majeure pour moi, c'est la protection de la santé, sécurité, sûreté de nos enfants et un toit pour tous nos enfants. Voilà, pour moi, c'est la priorité. Donc alors, pourquoi autant de lanceurs d'alerte dans ce 3e paragraphe? Peut-être que les lanceurs d'alerte, quantitativement, ils explosent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu et il y a actuellement un défaut d'anticipation de la gestion des risques au plus haut niveau de notre pyramide organisationnelle. Ceux qui sont en haut, ils n'ont pas anticipé la gestion des risques. Il y a également une absence d'intégration en fait des problématiques liées à l'explosion des démographies. L'explosion des démographies a eu un avantage, certes, c'est de relancer la consommation pour pallier en fait un gros problématique qui visait en fait la construction de notre système financier, puisque fait BCE, on sait qu'on fait marcher une planche à billets et la création de cet argent n'était adossée à aucune création de valeur. Donc en fait, on a compensé le manque de création de valeur réelle en faisant consommer les gens. C'est pour ça qu'on stimule les crédits, qu'on met en place tous ces publicités à la télé, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont complètement non-sens. Si vous êtes avec les enfants et que vous leur demandez de regarder quelque chose le soir, vous allez voir que ce qu'ils vous font regarder, moi, peuvent me choquer. Je vois aujourd'hui, par exemple, des chaînes YouTube avec des gamines qui ont 9-10 ans et qui font l'apologie et la publicité de plein de produits de cosmétiques. J'ai envie de dire, non mais quand est-ce qu'on va également responsabiliser en fait sur l'utilisation de produits chimiques, le lobbying qui est fait actuellement? Enfin, on voit bien qu'on utilise et les médias en fait utilisent les enfants et les poussent à consommer, même au risque et au détriment de leur santé et sécurité. Et quand on voit que des enfants d'une dizaine d'années font des chaînes YouTube sur ces thèmes, l'utilisation de produits chimiques, on se pose la question de savoir, mais que font les parents derrière? Donc bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a des problématiques de démographie, qu'on a poussé les gens à s'endetter, qu'on pousse les gens actuellement à consommer, que à côté de ça, les gens sont endettés et qu'une fois qu'ils sont endettés, s'il y a des problèmes de suicide, on ne cible pas les responsables de ces suicides. Moi, j'ai jamais vu des audits de banque pour savoir quel était le taux quantitativement de suicides liés à ces banques ou alors de ces organismes de financement. Pourtant, ça, ce serait une priorité. Bon, en tout cas, bref. Aujourd'hui, il y a un défaut d'anticipation de la gestion des risques dans les organes au plus haut niveau. À côté, en fait, on a construit un système qui était de plus en plus tiers institutionnel dépendant. Notre système social, notre système de santé, On voit bien qu'en fait, on a un fonctionnement mathématique de notre organisation qui est complètement contresens. Et on voit bien que c'est complètement bancal et incohérent et que ça, dans la gestion du risque à terme irréversible, génocide, suicide, etc., extinction des espèces, ça pourrait engendrer un risque irréversible majeur, effondrement, chaos. Et pour autant, on voit encore que personne ne fait rien. Donc jusqu'où faut aller? Donc il y a également d'autres influenceurs qui ont en fait engendré l'explosion quantitative des donneurs d'alerte. C'est également... je ferme la porte parce que j'ai ma machine à laver. Donc face au poids de la démographie, on a une augmentation des demandes, voire même un défaut de considération des non-conformités des droits et des libertés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font remonter en fait en haut de la pyramide donc des identifications de non-conformité, des matérialités de fait. Et on voit bien que personne ne fait rien. Donc on constate que soit il y a un défaut de ressources humaines, des personnes en fait, des magistrats ou des personnes qui sont censées prendre des décisions. En fait, on voit qu'il y a un défaut de considération des dossiers, voire un défaut, plus ou moins peut-être un défaut de responsabilisation, comme je l'ai explicité plus haut, voire même un défaut d'éthique et de déontologie, voire même de professionnalisme,
Ou alors, je dirais, on a une augmentation de la démographie, on a une augmentation des non-conformités qui est proportionnelle, puisque plus on est nombreux, plus on va constater des non-conformités. Mais à côté, en fait, on voit que les tiers de confiance ne réagissent pas, on voit bien que les institutionnels ne réagissent pas, et on constate même des non-conformités majeures chez les institutionnels, notamment dans l'obtention des agréments d'établissement de paiement, de crédit, de monnaie électronique, une lenteur dans l'exigence de ces agréments, et on voit bien qu'on autorise même des banques à exercer pendant plusieurs années sans même avoir des agréments. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui stimulent et qui pourraient expliciter qu'effectivement, on a une explosion du blanchiment fraude-terrorisme et que certains en ont bien pris conscience et ils en profitent. Donc ce sont des gens qui se gavent avec des listes et des listes de non-conformité. Et une fois qu'ils ont blanchi beaucoup d'argent, en fait, ils vont diluer cet argent en prenant de très bons avocats avec des tiers de confiance de droit ou voilà, qui va leur permettre de se mettre en non-conformité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on a des GAFA, des NATU, on a l'explosion en fait de nouveaux groupes qui prennent beaucoup de poids et qui pour autant en fait ont édifié une pyramide qui est juste énorme et qui pour autant ont édifié quelque chose basé sur des non-conformités qui sont majeures. Quid des données personnelles, de la protection des données personnelles, etc., etc. Allez, je reviens. Donc pourquoi autant de lanceurs d'alerte? Des dossiers de non-conformité de fait, des matérialités qui ne sont pas pris en considération par les élus, les représentants des droits, des tribunaux, une lenteur, plusieurs années pour appliquer le droit, jusqu'à 6, 10 ans, voire plus. Donc forcément que c'est la porte ouverte à toutes les bêtises humaines. Donc on se demande presque pourquoi il n'y a pas de proactivisme, pourquoi tous les élus, les institutionnels, les tribunaux et les personnes qui sont même sujettes à ces non-conformités, au fait qu'ils n'arrivent plus à répondre à toutes les demandes, n'agissent pas. Pourquoi il n'y a pas une informatisation du droit, des libertés? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de mettre dans un système open source ou sur Internet et d'informatiser le droit et les non-conformités, c'est-à-dire automatiser, conforme, pas conforme, si c'est pas conforme, on agit, point quoi. Pourquoi? Parce que ces gens ont peur d'être remplacés par justement l'informatique. Donc ils préfèrent se taire et laisser faire. Donc ça c'est pas bien. Donc si aujourd'hui il y a un défaut de management et d'application du droit et des libertés et que ces personnes sont débordées au point de même plus être capables de lire des dossiers, je sais pas, il faudrait peut-être se responsabiliser et se dire il est grand temps d'informatiser le droit en priorité parce que c'est le risque majeur, parce que si on informatise le droit, c'est un effet domino et c'est beaucoup de choses qui seraient rétablies et notamment on aurait pu d'abus de droits et de privilèges. Pareil, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter sur l'open source, sur Internet, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas informatiser les référendums, le RIC, etc. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi ça, c'est pas une priorité? Ça rétablirait beaucoup de choses et ce serait des milliards et des milliards d'économies, un désengorgement des tribunaux, un désengorgement des prisons, etc., etc. Et ça nettoierait la corruption au plus haut niveau. Et ça éviterait les abus de privilèges. Parce que des gens qui ne payent pas leurs impôts, comme Christine Lagarde ou autres, c'est un abus de privilèges et c'est un contresens en fait dans la répartition des richesses. Alors je reviens. Pourquoi autant de lanceurs d'alerte à ce jour? Voilà, parce que trop de dossiers de non-conformité, de matérialité de fait, et ça a une incidence à court, moyen et long terme. Voilà, donc il y a des défauts de transparence également. Moi j'ai envie de dire que j'ai envie que soit mis sur Internet, j'ai envie que tous les plans d'action des processus institutionnels de plus haut niveau, des comptes publics, d'utilisation de notre argent public, j'ai envie que tout ça soit intégré sur un système qu'on appelle le blockchain ou d'autres systèmes, un système informatique qui nous permettrait à nous d'auditer en fait passivement et d'accorder notre temps à auditer en fonction de nos compétences respectives et professionnelles ce qui est conforme et pas conforme. Et quand quelque chose n'est pas conforme, et bien justement on répartit mieux les ressources et on diligente des ressources pour aller faire justement des audits humains. Alors des audits humains qui soient mis en place par des institutionnels, mais également des audits humains qui soient mis en place par des citoyens. Et ces citoyens, pour leur proactivisme et leur civisme, on pourrait les récompenser par des tokens. Ça nous éviterait de mettre en place le revenu universel et ça responsabiliserait les gens. Donc chacun à son niveau pourrait agir pour rétablir droit et respect des droits et des libertés. Donc voilà, je veux voir les comptes publics et ça viserait à réduire le blanchiment, fraude, terrorisme, les corruptions, abus de privilèges, de pouvoir, de faiblesse, les délits d'initiés, etc., etc. et à augmenter, à contrecarrer les grosses problématiques au niveau de la lenteur et des applications du droit. Et ça pourrait éviter le chaos et l'effondrement plus futur parce qu'aujourd'hui, allez voir mes casts sur les risques d'effondrement, mais on voit bien qu'il y a des youtubeurs qui aujourd'hui parlent du survivalisme et autres, et il y en a de plus en plus. Donc je pense qu'on a moyen d'anticiper dans une
une gestion des risques et on a moyen d'agir. Donc il ne faut pas fermer les yeux, rester dans le déni en disant oh là là, ça va arriver. Ben non, quoi, c'est pas normal, ça ne doit pas arriver. On est quand même des individus responsables, donc il faut se bouger plutôt que de regarder la télé-réalité, aller en vacances et faire des crédits. Je pense, personnellement, c'est subjectif, ne m'en voulez pas, j'ai juste envie de m'exprimer. Allez, on a une soupe de non-conformité aujourd'hui qui est complètement explosive. Alors maintenant, je passe sur mon quatrième paragraphe qui est quelle incidence de devenir donneur d'alerte, d'être donneur d'alerte. Jusqu'où ça peut aller? Ah bah, déjà, la première problématique d'un donneur d'alerte ou d'être juste citoyen civique qui souhaite faire respecter et appliquer les droits et libertés, tout simplement, la première difficulté, c'est trouver un avocat qui va vous suivre, un avocat avec de l'éthique, de la déontologie, qui ne soit pas corrompu et qui ait envie de vous aider. Si vous appelez et vous auditez beaucoup d'avocats, vous allez vous rendre compte que les avocats sont plus en fait sensibles aux dossiers qui cumulent de la fraude parce que c'est des honoraires qui peuvent gonfler. Parce que si vous êtes un fraudeur, vous avez une obligation de vous mettre en conformité rapidement et donc du coup indirectement, ces tiers de confiance et ces avocats, ils vont vous mettre un petit peu de pression sous forme de dénonciation potentielle. Donc la personne qui fraude, en fait, si elle a fraudé beaucoup d'argent, elle va être capable de rémunérer gracieusement ses avocats. Et on voit bien que si vous les appelez, vous les auditez, vous leur dites que vous n'avez pas d'argent ou vous souhaitez être défendu, vous n'allez pas les intéresser. On vous dira que ils n'ont pas le temps ou qu'ils ont trop de dossiers. Par contre, si vous les appelez à côté et que vous leur dites que vous êtes gavé, mais que vous êtes un peu en non-conformité, voire même hyper fraudeur, vous allez voir que vous les intéressez énormément et que vous allez même peut-être recevoir après quelques mails et ils vont faire un petit jeu de chantage en disant que ils vont vous dénoncer. Donc si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'avait rien à vous reprocher, ces personnes, après, vous pouvez les dénoncer aux bâtonniers. Sauf que les bâtonniers ne font rien, donc vous prenez encore des risques. Et en plus de ça, vous payez les honoraires parce que tout ça, si vous êtes donneur d'alerte et que vous auditez des avocats, pour aller auditer des avocats, va falloir donner 150 à 200 euros. Et ça aussi, moi, je le fais à titre gracieux. Je les identifie et je les dénonce quand ils refusent d'aider le petit citoyen qui est au RSA ou autre pour se défendre. Donc voilà, allez, à chacun son truc. Donc jusqu'où ça peut aller? Donc déjà, quelle incidence de devenir donneur d'alerte? C'est une perte de temps et perte d'argent, comme je l'ai dit. Trouver un tiers de confiance ou un avocat, c'est parcours du combattant, voire quasi impossible. Vous allez le faire sur plusieurs années, ou alors vous avez plus de chance que moi. Puis la deuxième problématique, c'est défendre ses droits. Donc à long terme, c'est long, je l'ai dit, mais c'est également coûteux, c'est complètement énergivore. Ça peut même vous mener au burn-out, ça peut vous mener à perdre vos amis, ça peut vous mener à perdre votre compagnon. Ça peut vous mener à perdre votre lieu d'habitation, ça peut vous conduire à vivre dans la rue, etc., etc. Vous n'aurez pas vos prestations et vos indemnités, même si vous avez cumulé suffisamment de droits, parce que en absence de rendu et de décision juridique, ça peut durer 6 ou 10 ans, et pendant ce temps-là, en fait, aucun organisme ne prendra une responsabilité, même si vous avez cumulé des droits aux allocations. Donc vous êtes sans revenu et vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Ou alors, bref. Alors, perdre des allocations, des revenus, donc vous serez sans rien, donc faut pas être quelqu'un qui aime vivre dans le confort. Vous allez potentiellement même souffrir de harcèlement, d'isolement. Vous allez perdre votre entourage, comme je vous l'ai dit, votre compagnon de vie, etc., etc. Perdre, voire même votre protection maladie, puisque plus de protection santé, puisque si vous n'avez pas d'allocation, vous ne dépendez d'aucun système, etc., etc. Voire même si vous souhaitez entreprendre, vous pouvez pas, vous êtes bloqué, parce que si vous souhaitez être auto-entrepreneur, déjà d'une, vous avez plus de fiche de salaire, vous avez plus de garant, plus de garantie, donc vous pouvez pas trouver de logement. Aujourd'hui, les conditions pour trouver des logements sont bien trop drastiques. D'ailleurs, ça va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc bref, vous pouvez pas avoir de logement. Sans logement, vous pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Vous allez qu'à aller voir les exigences du KYC pour ouvrir un compte bancaire. Après, vous pouvez pas non plus entreprendre parce que sans adresse, vous pouvez pas entreprendre. Et en plus de ça, vous êtes, même si vous arrivez à contourner tous ces éléments et que vous arrivez à trouver quelqu'un qui vous fasse confiance, que vous êtes prêt à voyager pour trouver un propriétaire qui soit suffisamment cool pour vous louer quelque chose, parce qu'au fond, en plus, vous êtes bon payeur. Même si vous êtes dans votre galère, votre valeur fait que vous payez toujours vos loyers, vous allez trouver un propriétaire qui est cool, qui accepte